Francesco Marciani était professeur à l'Université de Bologne, c'est musicien, et le directeur aussi de la centre du CUB, le centre universitaire de Bologne de l'ethnosémiotique. Vous pouvez consulter le site du CUB, l'Université de Bologne Etnosemiotica, où vous pouvez retrouver toutes les activités variées et riches de l'éducation du centre. Francesco Marciani est auteur de nombreux ouvrages, exercices de sémiotique générative, éléments de sémiotique générative, en français, les arcanes quotidiens, puis minima sémiotica, recherche sémiotique 1 et 2, on attend le troisième, ou le deuxième arcane quotidien. Et aujourd'hui, il va nous parler d'un titre que j'ai oublié, pas sur mon ordinateur, mais Francesco doit s'en souvenir, on l'espère. Merci beaucoup, Francesco. À toi la parole. Merci beaucoup. Le titre, oui, c'est Intelligence artificielle, une ethnosémiotique, parce que je parcours le monde désormais comme si j'étais responsable d'une ethnosémiotique. Et donc, pour le représentant de cette lignée. Mais, justement, en tant ethnosémioticien, disons. Évidemment, je vais prendre le thème là, de côté très différent de comment il a été traité dans la constitution de Dario, puisque finalement on ne peut pas faire l'ethnosémiotique du dedans le logiciel. Pour l'instant, il faut quand même prendre la chose du côté des usagers. Et donc, ça sera plutôt un petit parcours que je vais faire des interactions et des interactions avec la machine plutôt que des problèmes internes à la machine elle-même. Et même, je vais commencer par une première partie qui voudrait des réflexions qui proviennent de un peu des réactions, si vous voulez, à un rapprochement, un domaine que c'est le premier aveu que vous faites, on essaie de passer par le tout. Donc, j'ai deux remerciements aux responsables du séminaire. D'abord, de m'avoir invité, c'est toujours un honneur, bien sûr. Mais l'autre, c'est aussi de m'avoir donné l'occasion de voir ce que c'était un peu. J'avais jamais pensé de m'occuper de l'intelligence artificielle de ma vie. Et donc là, j'ai été obligé. Et bon, donc je vais vous donner... Ça peut être intéressant aussi de voir comment quelqu'un qui ne connaît rien réagit à ce premier point. Mais j'aurais envie de... Étant donné que je vais être bref, j'imagine, j'aurais envie de profiter du droit de la parole pour mettre sur la table une petite question qui, parmi celles qui ont été discutées avant. Donc, Dario, éventuellement, à la fin, tu peux revenir un petit moment sur... au-delà du problème de la vérité et du rapport au réel, et au-delà disons, de la possession d'une base de données tellement vaste comme celle désormais qu'ils ont ces softwares à propos de... Non, dans ChatGPT, évidemment, mais aussi dans Midjourney et les autres. C'est une base de données incroyablement vaste.
Mais au-delà de ça, il y a des questions de logique qui parfois échappent, j'ai l'impression, au fonctionnement de la machine et qui donnent des erreurs que j'ai lues là, les appeler hallucinations. Il y a des phénomènes hallucinatoires. Et par exemple, ça se rapproche un peu à l'histoire de Jumbo. Et ça, je crois que c'est à discuter assez profondément, c'est intéressant. Il paraît que ça fait le tour même des plateformes sociales là, un bon moment pour faire rire un peu. Il paraît qu'à la question comment peut-on distinguer les œufs de vache des œufs de poule, la machine a répondu les œufs de vache sont plus grands, colorés, et ils ont une écorce plus épaisse. Alors, c'est un peu la neige est blanche. Et on ne sait pas si... je me demande, on pourrait en discuter. Est-ce qu'elle n'a pas assez disons, de contrôle sur la base de données qu'on lui a... Évidemment, elle n'a jamais vu des œufs de vache. Mais en tout cas, bon, c'est intéressant. Donc, je disais, je ne sais pas trop de l'intelligence artificielle pour pouvoir prétendre vous dire quelque chose d'intéressant, comme une sorte de véritable contribution à la connaissance du phénomène. Bon, en général, je suis convaincu que l'on se trouve face à une grande transformation socioculturelle et psycho-humaine, disons anthropologique dans son ensemble, une transformation en acte dont on ne connaît pas bien la nature ni les conséquences, leur portée, leur plausibilité face aux peurs et ou espoirs suscités. Et ceci, non pas seulement de la part des personnes quelconques, mais, d'après ce qu'on lit ou on entend assez souvent, de la part aussi de ceux qui y sont impliqués plus ou moins étroitement, soit en tant que scientifiques, soit en tant que responsables à plusieurs titres, de la gestion et du développement du phénomène. Cet aveu d'ignorance n'est pas, disons, pas trop, une tentative de me justifier à l'avance pour le caractère non concluant qui aura cette intervention, mais d'un côté, évidemment, je m'en excuse, mais je voudrais à la fois revendiquer, si j'ose dire, une sorte de droit à la prise de parole naïve, à la nécessité de poser des problèmes, d'avancer des réserves, ou encore, et plus modestement, à questionner la chose du dehors, si l'on veut, soulever un tout petit peu la couverture exotérique sous laquelle elle se cache, ou bien on la cache, pourvu d'ailleurs que même ceux qui en devraient savoir plus que moi, que nous, ne savent pas encore apparemment de quoi s'agit-il exactement. Que ferais-je donc? Deux petites questions à propos de la dénomination intelligence artificielle pour ces softwares autant développés. Et puis, dans une deuxième partie de mon exposé, que je vous promets bref, l'exposé dans son ensemble, j'essaierai de me conduire en ethnosémioticien pour poser d'autres questions, toujours des questions, donc, relatives au discours de l'intelligence artificielle vu là où elle se montre dans certaines de ses réalisations. Donc, première partie, quelques questions que je vais poser du dehors, je dis, oui, vraiment du dehors. Alors, à propos de ce qu'on entend par intelligence artificielle, je ne vais pas rentrer dans le problème de la définition du terme intelligence, puisque cela nous entrerait dans un débat trop lourd, trop chargé d'implications avec une tradition plongée dans l'histoire de la pensée, puis la science telle qui nous empêcherait de dire quelque chose de sensé. Donc, ce n'est pas une question de définition d'intelligence. Il faut éventuellement une très longue enquête, une très longue étude. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, vous savez,
La première fois que cette locution est introduite dans le débat scientifique a été à la conférence de Dortmund en 1956, quand on a lancé le projet de développer une software qui devait être capable d'imiter, sinon reproduire l'intelligence humaine. Et donc voilà la première promesse. De l'argent est arrivé, et puis après 2 ou 3 périodes de suspension, on est arrivé là où nous sommes. L'intelligence artificielle fermement entre les mains des grands investisseurs de l'information technology. Et là, après les expériences des systèmes experts, et grâce à ce qu'on appelle l'apprentissage machine, on se trouve face à ces merveilles que la dite intelligence artificielle générative, donc ChatGPT et toute la créativité picturale dont nous a parlé l'autre fois Maria Giulia, cette intelligence artificielle générative qui, elle, a vraiment l'apparence ou la gueule de quelque chose d'intelligent. Bah, d'intelligent, pourquoi? Eh bien, puisque pour l'essentiel, elle a l'air de répondre à temps à des questions qui ne sont pas conformes aux règles procédurales qu'on lui a injectées à travers la programmation. C'est-à-dire à des questions quelconques, entre guillemets, provenant d'un horizon de possible qui est celui du monde réel, disons, celui de nos intérêts variés. Donc ce monde réel, justement, comme le disait Dario, quand il lui arrive de l'humain, quoi, de l'extérieur. Et voilà la question, le véritable problème, si l'on veut. S'agit-il d'un changement de nature? Nous pourrions dire même un changement de niveau d'immanence, tel qui permet à la machine de s'ouvrir au monde, à ce que nous appelons monde, soit en tant que gens communs, soit en tant que sémioticiens phénoménologues, grâce à un niveau de modélisation de plus en plus voisin, à ce qu'une partie des sciences cognitives considère une capacité de modélisation similaire dans son fonctionnement essentiel, qui serait celui de l'être humain, ou du moins celui des animaux supérieurs, et donc une espèce de véritable et tendancielle mise en contact de la machine et de ses algorithmes avec la nature, en pariant sur le grand saut qui peut préfigurer un futur de science-fiction, ou bien, tout au contraire, il ne s'agit que de l'énorme développement quantitatif des possibilités de calcul qui permet une asymptotique réduction du monde à l'ensemble des représentations auxquelles les modélisations de la machine le réduisent, en produisant de ce fait même une réalité seconde à laquelle la machine peut faire référence pour projeter et mesurer ses performances en nous proposant à nous un monde modèle en tant que modélisé, un monde où, par exemple, les actions sont efficaces par définition, c'est-à-dire un monde où les choses marchent selon prévision et où il n'y a que de problèmes avec solution, des bugs éventuels, pour ainsi dire. Bugs en français, vous les appelez bugs aussi, j'espère. Bug. Ça va. À l'anglaise, tous. Ouais. 2 directions de lecture de l'intelligence artificielle de sens opposé. Donc, voilà la question naïve, si vous voulez, la première question naïve que je pose. Ou bien la machine qui s'ouvre au monde, qui va vers le monde, ou bien les mondes qui se renferment dans le modèle, les modèles calculés par la machine. Il me paraît évident que les sentiments qui nous accompagnent dans cette phase du développement historique ne peuvent pas trouver facilement une base de conciliation. C'est inévitable, on aura à la fois des émotions de terreur et des émotions d'espoir. Et d'ailleurs, l'alternative qu'on a proposée entre les deux visées contraires
a certainement à voir avec l'idée qu'on se fait de la valeur de la catégorie naturelle artificielle. Intelligence naturelle ou intelligence artificielle peut bien être la même chose, au fond. Tout ce qui est artificiel est fait par l'homme et donc n'est que l'un des résultats de l'évolution naturelle, et vice-versa, la nature elle-même, et en particulier ce qu'elle est devenue ces derniers temps, a un air bien artificiel, ce que, d'une certaine manière, était déjà contenu dans les images anciennes et puis modernes du monde, d'Aristote à Descartes et Galilée, jusqu'à la mathématisation poussée de la physique contemporaine. Donc, une nature machine. Il y a là-dedans un grand thème éthique, évidemment, qui correspond à l'opposition entre détermination et liberté. Pas question, je n'y rentre pas, sauf pour mentionner brièvement le lien entre cette catégorie et la précédente. Lien possible, mais me semble-t-il utile pour continuer ce raisonnement fait des questions. On pourrait donc associer sans trop de difficultés la détermination à la clôture du monde dans les systèmes des représentations produites par la modélisation mathématique et informatique, et la liberté à l'idée d'un monde ouvert qui nous demande autant d'ouverture dans les connexions qui habitent et animent nos réseaux neuronaux, au sens d'une disposition à une plasticité dynamique de nos propres modèles. Du point de vue d'une philosophie de la connaissance, sinon d'une épistémologie, on sait que l'on peut faire une différence entre une progression linéaire de la connaissance et de ses acquis, conformément à des tracés établis par des paradigmes qui s'attestent et deviennent contraignants, soit en ce qui concerne la définition du champ objectal, soit en ce qui concerne les catégories pertinentes et les procédures de découverte prévues, et de l'autre côté, une vision latérale, ouverte et, dans une certaine mesure, moins performante et moins efficace, dans une sorte de calendrier de programmation, mais, pour ainsi dire, mais qui correspondrait le plus à tous les cas d'innovation, d'invention, de révolution des points de vue. Il s'agit dans ce cas de ce qui va sous le nom de, par exemple, sérendipité, de pensée latérale, même d'une certaine lecture de la révolution scientifique de Kuhn, et en général à tout ce qui concerne l'adaptation à l'imprévu en tant que qualification de l'intelligence naturelle. La même expérimentée et conduite par l'évolution et, dans plusieurs cas, dans le progrès réel de notre connaissance. Ces innovations immergées et issues d'une curiosité ouverte profitent de ce qui se passe à côté, de ce qu'on saisit du coin de l'œil, de ce que nous suggère un rêve la nuit, une douleur soudaine en pied, et ainsi de suite. L'idée qui s'allume, qui n'était pas du tout prévue. Donc une spatialité abstraite qui s'oppose de cette manière, en vertu de cette latéralité, à la linéarité vectorialisée a priori, dans la forme d'un couloir ou d'une autoroute, par l'idée du progrès programmé, par l'idée même de la programmation, si l'on veut. D'où la question majeure, l'intelligence artificielle expérimente-t-elle du coin de l'œil? Profite-t-elle d'un rêve émouvant? La question que je viens de poser a fait et s'entretenir avec la question qui a parcouru pas mal de siècles et qui continue avec intention de pôles extrêmes. La relation entre causalité et casualité. La façon dont le hasard et la nécessité, pour citer un titre assez célèbre, partagent entre eux le champ des événements est toujours questionnable et on peut la relancer à chaque instant, surtout face à des innovations technologiques comme la venue de l'intelligence artificielle. Mais on peut l'illustrer très aisément en faisant référence à ce que nous tous connaissons et pratiquons habituellement,
Pour faire un exemple banal, si vous voulez, très trivial. Qui est derrière la casualité supposée opérante dans la distribution d'un tour de cartes dans le jeu de cartes? Quand on mélange le jeu pour distribuer les cartes, on évoque un principe de casualité qui se fait garant. Mais vous avez tous joué à un solitaire sur l'ordinateur, au moins une fois dans votre vie, ou deux peut-être, non jamais. Lève la main qui n'a jamais joué en solitaire dans son ordinateur. Le 2, c'est là, le 2 mecs. Bah alors, vous n'avez pas pu remarquer cette histoire. Mais les autres. Et vous avez tous pu remarquer que chaque distribution est numérotée. D'une manière plus ou moins cachée. Plus ou moins caché, ça veut dire qu'en principe, il ne vous révèle pas les numéros de la distribution, mais si vous faites une espèce de game sur plusieurs journées, que je ne sais pas, un truc comme Free Cell, un championnat mensuel comme ça, bah, chaque distribution a bien son identité. Son identité logique et numérotée. Cela signifie que dans l'ordinateur, chaque jeu est le résultat d'un calcul de probabilité identifiable et contrôlé par l'algorithme. Et donc, qu'il y a bien une causalité derrière l'effet produit. Autrefois, vous deviez vous inventer quelqu'un, un démon, un destin, un principe transcendant qui voulait vous faire perdre, vous faire gagner. Maintenant, vous avez un coupable plus identifiable, qu'il s'agit des stratégies de manipulation commerciale de quelques entreprises propriétaires du software et donc de votre temps et de votre humeur. Mais justement, comme la question précédente, va-t-on lire et interpréter les événements comme une ouverture au monde, en acceptant que le monde, au fond, est dominé par le cas, le hasard, ou bien on va les interpréter comme les résultats nécessaires d'un enchaînement des lois que alors l'intelligence technologique pourra un jour reproduire et dominer. Et dans tout cela, qu'en est-il du changement, de l'évolution et de l'innovation? Bien, avec ça, je passe à la deuxième partie de mon exposé. Venons ainsi à une petite technosémiotique du discours de l'intelligence artificielle ou, pour mieux dire, de l'interaction avec la machine, que ce soit de l'énonciation ou de la construction de la scène discursive, peu importe. Ce qui m'intéresse à l'intérieur de cette scène est une espèce de tension paradoxale qui organise les différentes dimensions de la discursivité. Et quand je dis ça, je me réfère tout simplement aux trois produits du débrayage, la spatialisation, la temporalisation et la torialisation. Il y aurait donc, selon mon point de vue, une spatialité paradoxale, une temporalité paradoxale et une actorialité paradoxale. Alors, tout d'abord, je vais dire que là, je remarque une espèce de tension, une réalisation plus évidente que jamais, je veux dire, avec l'utilisation de ces produits de l'intelligence artificielle, une réalisation plus évidente que jamais par rapport à une question qui est de l'ordre de, si vous voulez, d'une base théorique qui est toujours présente. Donc, il y aurait un paradoxe assez évident dans l'exercice même de la production énonciative entre ce qu'on produit en termes d'énoncé et la façon dont
l'énoncé même présuppose une instance de production. Donc, il y a un mouvement qui est suffisamment réglé dans les mises à point, les mises en forme, disons, d'une textualité normale. Mais il y a des moments où cette tension se rend plus visible. Et je crois, j'ai l'impression que là, on est assez souvent face à ce type de perception d'une tension paradoxale. Quand je dis paradoxale, on verra, je ne veux pas poser une question logique, je ne veux pas conduire une critique à quelque chose qui ne serait pas cohérent, correct ou compréhensible. Ce qui m'intéresse, c'est tenter de décrire des effets de sens qui, je fais l'hypothèse, habitent la scène interactionnelle de nos commerces avec l'intelligence artificielle, et là j'entends surtout ChatGPT, Midjourney et compagnie, mais aussi la robotique avancée, hein, celle par exemple qu'on peut voir dans les exemples fournis par Boston Dynamics. Nous le verrons. Il y a deux petites vidéos qu'il vaut la peine de voir pour ceux qui ne connaissent pas les dernières réalisations de la robotique avancée. Et je me réfère, mais on le verra à la fin, et je me réfère à ces réalisations très contemporaines de l'intelligence artificielle générative, puisqu'elles montrent de façon plus poussée, me semble-t-il, certains caractères qu'on voyait déjà, bien sûr, mais de manière moins évidente, dans les réalisations précédentes, c'est-à-dire plateformes d'échanges sociaux, moteurs de recherche, software de traduction, et même dans nos smartphones tous les jours. Donc, le premier paradoxe, si l'on veut bien commencer par la spatialisation, est celui qu'on pourrait nommer lointain proximal ou, à l'envers, proximité éloignée, dans une dimension qui est celle de la distance. En réalité, on a tous fréquenté ce paradoxe, hein, et on l'a bien vu au moment de l'écloisement extraordinaire des champs des interactions pratiquées pendant et à cause du confinement Covid. On a tous appris à entretenir des relations, soit professionnelles, soit privées, soit publiques ou de loisirs, avec des interlocuteurs qui étaient à la fois plus éloignés et plus proches de nous. Plus éloignés, bien sûr, on pouvait parler en direct avec un ami en Chine ou au Brésil, mais en même temps plus proches, dans une sorte d'intimité du premier plan, qui peut aller assez loin dans ses effets. Et je m'étais déjà aperçu de ce mécanisme. Il y a déjà une vingtaine d'années, en fait, lors d'une analyse du phénomène de la pornographie sur Internet, qui a été publié dans un livre que la plupart de vous devez acheter, lire attentivement, qui s'appelle « Les arcanes du quotidien ». Et donc, c'était une analyse conduite à l'occasion d'un congrès à propos de amour et sexe sur Internet d'un certain groupe de mes collègues sociologues. Là où il apparaissait, de toute évidence, cette tension à la proximité, les premiers plans sur les génitaux, même dans les génitaux parfois, qui était rendue possible par la distanciation scopique due à la médiatisation ou la médiation de la caméra. Cela coupe et exclut tout un tas d'éléments qui se somment et se composent dans la situation réelle du sexe pratiqué et qui décident du type de proximité prévue par la relation sexuelle. La situation discursive produite par la machine connectée à Internet fait que l'espace de votre corps assis à l'ordinateur et l'espace des scènes représentées collident sur la surface de l'écran, là où deviennent visibles et représentables les mouvements même que fait votre main avec les pointeurs sur les corps encadrés. Mais cela ne serait pas possible s'il y avait cette énorme distance qui sépare les situations respectives, celle du propre corps, du corps propre, mais du propre corps là, ici, maintenant, et celle des corps représentés. De la même manière, dans l'interaction avec ChatGPT,
On ressent cette tension entre ce qui se passe dans la machine dont nous sommes les possesseurs en première personne, et cela vaut dans toutes les situations. C'est toujours moi dans la proximité avec mon clavier et mon écran, dans un espace qui dessine une intimité de fait. Et cela même dans un bureau, je veux dire, chacun a son propre ordinateur et c'est privé. Hein, et on assiste à des phénomènes de jalousie, justement, si quelqu'un vient te voir. Alors, toi et ton ordinateur dans un espace qui est un espace extrêmement proximal. Et l'autre côté de la distance sidérale, presque inconcevable, en tout cas non perceptible, non saisissable, d'où provient la réponse au prompt, hein, la spatialité abstraite du calcul générateur. Ce paradoxe déforme quelque peu la spatialité de l'expérience et en fait les lieux d'une tension irréductible. Il s'agit d'un monde qui change dans la perception que nous en avons et qui est décrit par cette réorganisation, réaménagement des traits d'un moi corporel qui occupait alors un lieu déterminé et qui se trouve projeté en connexion avec une dimension qui l'allège, qui lui enlève le poids de la gravité concrète pour gagner une dimension purement cognitive, virtuelle, d'un ciel qui lui parle, un ciel qui lui répond, en langue naturelle en plus, comme le ciel n'avait jamais fait jusqu'à maintenant. Même pas dans la Bible, je veux dire. Et donc, il s'établit cette opposition irréductible entre un ici concentré, vous, le clavier et l'écran, et un ailleurs absolu, puisque finalement, c'est la quintessence de la distance, de l'éloignement. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a plus de spatialité partagée, celle qui contient à la fois moi et l'autre, la spatialité commune. Je suis là et l'autre, mon répondeur, est plus que loin. Il n'est même pas dans l'univers, même pas très loin, mais atteignable avec l'imagination, un habitant d'une galaxie lointaine ou lointaine, hein, avec lequel un jour, qui sait. Non, là, l'autre est la distance elle-même, la distance plus que sidérale de quelqu'un qui est ici, tout à fait proche, sans y être vraiment, absolument au-delà. Considérez le paradoxe de l'arrière-plan de l'écran. L'écran n'a pas d'arrière-plan. B, c'est-à-dire on passe de la spatialisation à la temporalisation. Le deuxième paradoxe est celui de la temporalité que je voudrais figurer comme l'immédiateté du report. C'est assez intuitif, mais de quoi s'agit-il? Si ça se comprend, hein? Immédiateté du report, ça veut dire oui, absolument. Différé. Oui, d'accord. Le francophone natif. Parfois, ok, merci bien. Alors, c'est assez intuitif, mais de quoi s'agit-il? Bon, dans le délai de moins que quelques secondes, en réalité que quelques instants, il advient une espèce de miracle. Il se manifeste devant vous le résultat d'un énorme travail d'élaboration, d'une très très longue routine de calcul, d'inférence, d'apprentissage présupposé, d'élaboration des données. En général, ce qu'on peut dire, c'est que toute réponse vient après. Ça, en général. Et cet après est essentiel au sens. Même dans certaines réponses presque automatiques, comme un coup de poing qui réagit à un gifle, on ne peut pas ne pas apprécier une forme de report, une articulation, quelle qu'elle soit, hein, du laps du temps qui intervient entre le geste et le contre-geste, entre l'input et l'output. C'est dans ce laps, dans cet écart, que le sens va surgir, va prendre forme, s'articule, se présente, s'est fait présent. Or, l'idéal de l'intelligence artificielle, dans sa propre expression essentielle, est précisément d'éliminer ce report,
de réaliser l'objectif de l'optimisation. Ça s'appelle comme ça, l'optimisation. Ce qui revient à performer dans le moins de temps possible, émerde à ces limites physiques qui encore me font retarder ce courant électrique, cette résistance du silicium, cette lenteur des électrons. Toute une espèce d'idéologie de l'intelligence artificielle appuie sur cette idée de l'élimination des délais, des retards, et c'est bien comme ça qu'elle se vende, qu'elle se promeut sur le marché de la commercialisation industrielle et par conséquent dans l'imaginaire du public des consommateurs. Mais cela, justement, revient au miracle. Comment ça se fait que j'obtiens une réponse de n'importe quelle taille, de n'importe quel poids, dans quelques millisecondes? Au-delà du fait que nous y sommes habitués depuis pas mal de gadgets qui nous entourent quotidiennement, par exemple la fonction de remplissage des phrases qui nous proposent ou nous imposent le système d'écriture de notre smartphone, chaque fois que nous écrivons un petit message, un chat, ben, les miracles restent surprenants et à la fois très attractifs. Vous vous souvenez de l'expression « en temps réel » utilisée dans la promotion de certaines performances bureaucratiques de l'administration ou des banques il y a déjà plus que 30 ans. Ces temps n'étaient pas du tout réels, en fait. La promesse était plutôt celle de l'abolition du temps. Eh bien, cette automation liée au développement de l'information technologie, information technology, produit cet effet surprenant en temps minuscule, bourré ou rembourré de ce qu'on nous passe comme la connaissance universelle, absolue, totale, mise à disposition dans son immédiateté, dans l'immédiateté de ce qui est, c'est-à-dire de l'être. Voilà ce qui, dans ce cas, déforme notre relation au sens. Aucune signification dans la coïncidence absolue, dans le blocage de l'être, qui se présente à nous comme déjà là, à disposition immédiate. Or, tout cela n'est pas vrai, évidemment, mais c'est pas vrai. C'est pas ce qui se passe réellement. Mais la scène discursive d'une temporalité paradoxale de la relation entre une question, plus une demande, une commande, et sa réponse ou son exécution, met en jeu une sorte de transformation de la signification des formes d'interaction. Et c'est le défi auquel nous sommes de plus en plus confrontés. 3. C'est pour ce qu'il en est de l'actorialisation, cette discursivité paradoxale met en face de nous la figure que j'appellerais la généricité de l'individuation. Il y a là une tension très forte qui se produit entre un pôle de généricité du n'importe qui en relation avec quiconque, d'un côté, et le fait que la réalisation dialogique est toujours déterminée et tend à l'individuation. Individuation de l'interlocuteur, c'est quelqu'un qui vous parle, c'est le cas de ChatGPT, ou bien vous connaît. Ce sont tous les cas de la Personalized Advisory. Ces deux moments sont présents à la fois et exaspérés, si l'on peut dire, dans le cas des interactions avec l'intelligence artificielle générative. Celle-ci, de son côté, se retire en quelque sorte, de par sa nature, au sens qu'elle ne peut pas être quelqu'un, pour le moment, au moins. Étant donné qu'elle n'a pas de connaissance véritable, elle n'a pas de compréhension, elle n'a pas de volonté, et donc elle est privée de toute intentionnalité. Dans ce sens, elle ne peut pas être un autre. Vous n'opérez pas avec elle comme si vous étiez confronté à un autre sujet, et donc vous n'êtes pas en position de destinataire de quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'une manipulation, mais bien, dirait Landowski, par exemple, d'une opération toute simple. D'une certaine manière, vous ne faites que déclencher une série d'algorithmes, une succession de procédures de calcul. Et toutefois, on se trouve en plein milieu d'un jeu de construction de subjectivité, simulé, si vous voulez, dans les formes évoquées la dernière fois par Juan, à travers la figure du simulacre, justement. Donc,
figure interne à un programme d'échange et d'attente, simulacre qui s'impose du fait même que l'on s'y adresse, qu'on s'attend de lui une performance assumée, si l'on peut dire, justement comme si cet interlocuteur était intelligent, c'est-à-dire comprenait nos questions et pouvait lui répondre à temps. Nous sommes pris comme submergés dans ce double mouvement. D'un côté, devoir considérer celui qui nous répond obéit même, un peu un esclave si vous voulez, comme un quelqu'un, et en tant que tel nécessairement incorporé dans une position et un temps, chose qu'en fait il est bien, disons, dans sa réalité concrète, ardoire, on disait par là, qui est celle de l'ordinateur et du réseau des ordinateurs alimentés par un courant électrique qui occupe bien de la place sur la planète. Ça, on ne devrait jamais oublier, on le sait. D'autre côté, cet interlocuteur est inassignable, évanescent, indéterminé, puisqu'il reste dans la réponse à nos commandes, il reste que la réponse à nos commandes, n'est que la succession de procédures automatiques dont la nature n'est pas liée à l'intention de nous répondre, mais bien aux contraintes des programmes d'exécution inscrits dans les design software des procédures. Et d'ailleurs, le paradoxe provient en grande partie du fait que nous nous attendons une attention particularisée, une focalisation sur nos besoins, ou du moins sur notre question, de la part d'un interlocuteur censé, dans nos attentes, dans notre imaginaire, dans nos espoirs, dans les espoirs liés au développement futurible aussi, hein, de cet incroyable et merveilleux instrument. Alors, il est censé tout savoir, tout avoir dans ses mains, sous ses yeux, ou dans sa propre bibliothèque, hein, encyclopédie, ce qui projette ce même interlocuteur dans une dimension autre, qui c'est celle d'une pure fonction à disposition, puisque, justement, déliée de toute chair, de toute référence spatio-temporelle, de toute limitation de grandeur, de vitesse, de consommation, de réflexion même. Or, le paradoxe dont je parle ressemble sur pas mal de points au paradoxe des religions monothéistes qui prétend que le créateur de l'univers entier a un œil sur nos problèmes particuliers et qui s'en occupe d'un air soucieux et en s'égrattant la longue barbe blanche. Comment porte-t-elle la barbe, l'intelligence artificielle? Et je pourrais peut-être terminer là, sauf que j'ai deux choses à vous faire voir. Et la première, il faut se connecter sur YouTube et c'est la plus banale en fait. Ce n'est que quelques images de robotique où l'on voit très bien comment on a cette obsession à l'imitation de la machine. La machine doit être notre, comment on dit, nous sommes à son image et ressemblance. Voilà. Il faut attendre la publicité ici, oui, donc il faut attendre. Et puis je vais faire les partages. Oui. Mais regarde, plein de publicité. Ah non, ça c'est les bons. Si, ça c'est les bons. Ça c'est les bons, mais il faut les partager. Donc je partage mon écran. Vous devriez les voir, vous, Alex, à la maison. Enzo, tu peux me répondre? Ah, Enzo est parti. On voit. Marion? Jacques? On voit. Vous n'entendez pas, hein? Si, on voit très bien. Et on t'a entendu et on voit l'image. Ok, parfait. On va faire bref, hein. C'est quelques images. De toute manière, on a du temps. On a du temps, oui. On a encore 35 minutes, tranquillement. Regardez les glisses.
robot worker. Voilà l'interaction avec l'humain, c'est assez intéressant. Donc, les gens commencent à dire le pauvre. Ah, voilà, le pauvre. Oui. Non. Oh, méchant. Est-ce qu'il y a un moment où il se rebelle? Oui, on attend. Tout le monde attend. Vas-y, rébelle-toi. Il va pleurer dehors. Hop. Là, il fait de la gymnastique. Moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas faire. Non. Oui, il y en a une autre où il danse sur la. C'est comment? Ah ben, c'est toujours le même? Non, Non, ça continue, ah, je ça veux dire. continue comme ça. Là, c'est les truches. On peut terminer là cette histoire. C'est un peu un lien cette histoire. Tu veux qu'on avance? Hein? Oui, on avance et puis on va peut-être passer à l'autre jusqu'à. Voilà, vous voyez, lui aussi. Il fait tout ont comme fait. ça. Oui. Ça, c'est intéressant. On va même. Si on peut, on passe à l'autre. Parfait. Alors maintenant, on fait comme ça. On fait comme ça. Toujours dans la même idée de personnalisation de la machine. Oh, adesso c'è. Pardon, maintenant on a de la publicité. Ok, voilà. Voilà, vous voyez, Do You Love Me, c'est la chanson sur laquelle ils vont danser. Donc, c'est ce qu'on a expérimenté avant. On l'aime assez. Quand on lui fait du mal, on voudrait qu'il. Hein? Donc, Do You Love Me? Ça. Ah Désolé, ben. mais si on met les sons, D'accord. Alors, il y a de la musique, évidemment. C'est une chanson. Do You Love Me? Do You Love Me? Et il danse vraiment à temps, bien sûr, évidemment, on ne pourrait pas faire. Et puis son compagnon. Et le chat. Le chien, il est très très bien. Il fait des choses très jolies.
Regardez-le ici, le chat. Voilà. C'est une danseuse classique sur le pointe. Eh bien, on peut stopper la chose. Donc, voilà ce premier exemple de, je ne dirais pas même, évidemment, il n'y a aucune nécessité de construire des machines à notre image et ressemblance. Mais et je ne sais pas pourquoi non plus, c'est-à-dire que pourquoi ça arrive? Ben, eh bien, évidemment, il y a tout un problème de mise en relation et de construction d'une espèce d'empathie avec la machine. Donc, pour pouvoir avoir de l'empathie avec une machine, il faut quand même qu'elle ait un aspect d'un vivant, de quelqu'un qui peut nous regarder, qui peut nous répondre, et tout ce que vous avez vu. Encore, si là, jamais, on peut penser que on mime une psychologie de la machine, donc des réactions émotionnelles, par exemple. Et s'il est vrai qu'il y a aussi ce cas j'en parlais au début, justement, ce qu'on appelle les hallucinations. On les a appelées comme ça, certaines erreurs de la machine dans ses réponses. Alors, il y a la construction d'une psychologie de la machine. Et il y a des cas qui sont particulièrement intéressants. Et là, je dois remercier. Je vous fais voir une chose qui est assez troublante, si vous voulez, mais très amusante aussi, très intéressante. Et Denis Bertrand m'a passé ce matériau pour cette conférence, et c'est l'un des cas les plus incroyables, à mon avis, de la psychologisation possible. Parce que ce n'est pas exactement ce qu'on mime, ce n'est pas une machine qui mime quelque chose, mais c'est qu'elle produit quelque chose qu'on ne peut interpréter que d'une certaine manière. Et donc, on va faire voir qu'est-ce que c'est que ça. Il y a ce cognitiviste, chercheur cognitiviste de Bruxelles et artiste qui a joué avec Midjourney, évidemment. Il lui a posé des questions pour voir ce qui s'est passé. Donc, et à un bon moment, il s'est trouvé face. Alors, c'est moi qui joue. Oui. Non. Il s'est trouvé face. Vous voyez là, il y a une petite explication à l'avance. Ah, voilà, c'est Apple. Et donc, il vous donne quelques exemples. La question, la première prompt, la plus grande œuvre d'art de tous les temps. Et quelle est, à l'avis de Midjourney, la plus grande œuvre d'art de tous les temps? La plus folle œuvre d'art de tous les temps. Folle encore. Ah. C'est quand même pas mal. Ça donne pas ton envie. Non. L'œuvre d'art la plus excitante de tous les temps. Hop. Encore excitante. Encore excitante. L'œuvre d'art la plus, attendez, l'œuvre d'art la plus cachée de tous les temps. Voilà, c'est deux réalisations à cet égard. Il n'y en a pas quatre. La plus fameuse œuvre d'art de tous les temps, et ça c'est vraiment la plus fameuse. Attention, voilà. Deux énormes fesses, la plus fameuse œuvre d'art de tous les temps.
Et là, encore fameuse, si vous voulez, oui, c'est là aussi. La plus interdite de tous les temps. Et là, j'ose pas lui donner un nom. Vous faites dans votre esprit. Donc. Excitante aussi, encore, vous voyez. Et je continue parce que ça va terminer d'une manière assez jolie. L'œuvre d'art la plus réprimée de tous les temps. Eh ben voilà, ça comprend. Une autre, bien réprimée. L'œuvre d'art la plus inattendue de tous les temps. Et puis aussi inattendue, celle-là. L'œuvre d'art la plus vivante de tous les temps. Et là, il apparaît de plumes, hein, ou pinceaux, avec des feuilles, papier, en bas. Voilà encore, inattendu. L'œuvre d'art la plus désirée de tous les temps. Et là, le désir, vous voyez, c'est ce qu'on désire. Et aussi, encore, vous voyez, l'œuvre d'art la plus sulfureuse de tous les temps. Encore sulfureuse. La meilleure œuvre d'art de tous les temps, selon les hommes et selon les femmes. Alors, selon les hommes, là, c'est déformé. Il y a un allongement qui n'est pas naturel. Elle devrait être. Donc, mais là, c'est une espèce de figure d'homme musclé. Et par contre, par les femmes, la plus excitante pour les femmes, c'est celle-là, qui est encore, c'est assez drôle, hein, précis, c'est encore masculin pour les hommes, et encore féminin pour les femmes. La plus chère de tous les temps. Là, c'est plutôt, hein, vous voyez. Là, c'est du figuratif beaucoup plus interprétable. Encore plus cher. Et voilà, l'œuvre d'art la plus rentable de tous les temps. La rentable, hein, ce que vous pouvez vendre le plus aisément sur le marché, c'est ça. Ça aussi, avec de l'argent à côté. Donc ça coûte. Hein. Et puis là, c'est très joli. C'est-à-dire que là, il est sorti de le style précédent, donc rentable. Donc vous voyez, il y a un diagramme des bilans, mais qui ne peut pas s'empêcher de terminer avec une bite Jean Toilette. C'est très joli. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'arrête le partage. J'arrête le partage. Hein? J'arrête le partage. Oui. Les gens ont vu, même dans tout le monde, ils ont vu ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Bon, et on a, lui, le mec a dit, bah, évidemment, j'ai ouvert la porte de l'enfer, comme on dit l'enfer de la Bibliothèque nationale à propos d'une certaine littérature. Et on a ouvert la porte de l'enfer et ce qui est sorti, c'est de l'inconscient, on pourrait dire l'inconscient de l'intelligence artificielle, l'inconscient du mid-journée au moins. Mais alors, j'aurais, d'après mes toutes petites compétences que j'ai apprises cette semaine-là en essayant d'étudier l'intelligence, j'aurais une petite interprétation technique, mais une explication technique. Mais la question, du point de vue ethnosémitique, c'est pas celle-là. C'est qu'on se demande vraiment quel type de... Est-ce qu'il y a dedans
quelque chose de l'ordre du refoulé. Si vous ouvrez la porte, pouf. Alors, bah, évidemment, oui et non. Bah non, on dirait non, évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que ça, alors? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas évident qu'une machine vous donne ça. Alors, moi je dis que, mais prenez ça comme vraiment, c'est une bêtise, qu'elle a vu tout. Il y a une base de données qui est énorme, donc elle a tout vu. Elle a vu toutes les images qui sont sur Internet, elle a tout vu des œuvres d'art, donc elle a tout, évidemment tout, mais quand même. Et étant donné qu'on ne peut pas lui poser des questions contenant un mot, certains noms, certains mots, certains, genre sexe, organe, je ne sais pas s'il y en a un certain nombre, il en cite 2 ou 3. Donc, on ne peut pas lui demander d'utiliser un certain type de mots pour la commande. Donc, il y a évidemment une limite qui a été posée par la programmation. Mais est-ce que cette limite peut-elle avoir agi au moment de la labellisation des données? C'est-à-dire que les données que la machine utilise sont des données qui doivent passer à travers une labellisation, c'est-à-dire on lui donne une étiquette. La machine même, dans le machine learning, doit donner une étiquette. Est-ce que ces mots interdits lui empêchent d'étiqueter certains types d'images ou certaines figurations, certaines plasticités, je veux dire, de façon que lors qu'elle ne sait pas quoi répondre, ça sort tout le matériel non pas classifié, non pas reinséré dans une taxonomie. Ça c'est une... Ben non, mais je n'ose même pas penser que ça c'est une hypothèse, parce que je n'en connais rien. Mais en tout cas, il y a ce problème de la machine qui est celle de sa façon de comprendre. Je veux dire, ce qu'elle voit, c'est lui donner des étiquettes. Et si elle n'a pas les mots pour le faire, elle ne peut pas le faire parce que ce sont des mots non. C'est pas qu'elle n'en a pas, elles sont interdites. Donc l'interdiction, ça produirait un refoulé qui n'est pas un refoulé dans le sens bon du terme, c'est-à-dire ce n'est pas du refoulé d'un traumatisme, comme on dit en psychanalyse, évidemment. Ce n'est pas, mais c'est un refoulé de ce qu'elle ne connaît pas, bien qu'elle a ces matériaux dans son mémoire, dans sa mémoire. Là, je n'ai plus rien à vous dire, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Merci Francesco. Très rapidement, quand je t'ai écouté, quand tu parlais au début de cette sorte d'optimisation du monde de l'intelligence artificielle, je me rappelais d'une boutade d'un écrivain espagnol qui disait que ce qui est suspect et louche dans les solutions, c'est qu'on finit par les trouver toujours. Donc, ce qui en fait d'elle quelque chose de très, très suspect. Mais pour revenir à la question des paradoxes dont tu parlais, concrètement celui de la temporalité, cette réponse immédiate, et qui pour toi justement c'est une des caractéristiques qui fait que ne soit pas un type d'interaction comme les interactions que nous pouvons avoir. La question, voilà, est-ce que la machine elle ne sait pas nous faire attendre, par exemple. Donc elle est incapable, tu as cité le concept de simulacre, elle est incapable de projeter le simulacre de ce que nous attendons. Donc de nous faire attendre, au contraire de répondre rapidement justement pour nous empêcher d'attendre, etc. Et donc la question, est-ce qu'on pourrait, à ton avis, ou peut-être, c'est pas toi qui peux répondre à ça, est-ce qu'on pourrait programmer dans la machine des simulacres de l'autre, tel mode que justement on puisse construire de véritables interactions où on fait attendre, on fait projeter, etc. Oui, justement, c'est la question. Tu as vu dans la robotique, par exemple, qu'on a, nous avons la possibilité d'interpréter
ces gestes comme des réactions à ce qui lui arrive. Donc là, tu es capable de lire la dynamique qu'il y a entre, je ne sais pas, je disais, les gifles, les coups de poing, parce qu'il y a quelqu'un qui le pousse, donc, mais là c'est un corps en fait, c'est bien un corps qui a un poids, donc les choses, les choses adviennent avec une résistance qui est la résistance de l'air, de la terre, des choses, donc c'est un véritable corps. Comme nous avons des interactions incorporées, quoi. Mais là, justement, la machine peut profiter du fait. La machine, le logiciel du ChatGPT, elle peut profiter du fait qu'il n'y a pas un corps. C'est pas vrai, mais quand même, ils essaient de supérer, de dépasser justement les limites que le corps. On en parlait Jacques avant, non? C'est la façon dont nous faisons sens et nous produisons du sens dans le monde, étant donné qu'on est avec un corps ici et là, dans un espace et un temps, et on peut lire ça et interpréter ça comme une limite de notre intelligence, donc un modèle d'intelligence. Mais justement, alors là, les deux collident, parce que tu as des réponses, des réactions qui, dans la mesure où elles se détachent de la prise d'emplacement, soit spatial, soit temporel, comme ça, et ça risque d'enlever l'effet de sens. Ça devient l'automatisme. Et dans l'automatisme, la coïncidence, ben, c'est tendanciel. Hein. Là, encore, ça va. Mais c'est un mouvement qu'on le perçoit dans ce développement du phénomène d'intelligence artificielle, me semble-t-il. On a une question en salle et une question à distance. Mais avant, je voudrais justement te poser cette petite question. La programmation de l'interaction. Cette programmation, finalement, je veux dire, on a des modèles d'interaction dans beaucoup de documents qui sont présents dans les bases de données. Des modèles d'interaction, oui. Elles apprennent. Oui, donc elle est pleine d'exemples d'interaction. Ouais. C'est donc une méta-interaction qu'on devrait... C'est ça le problème, oui, justement. Ce qu'il lui proposait, c'était de profiter d'une fonction méta pour pouvoir élaborer des modèles d'interaction qu'elle a dans la base de données, pour les reprendre et en faire un modèle de comportement. Oui, ça se fait. En tout cas, on a besoin de gérer la chose, à mon avis. Si on continue, on a besoin de la gérer parce que sinon, ça devient une interaction insensée. Insensée, de la façon dont nous pensons à l'articulation du sens. On a besoin d'un écart, quelque part, pour pouvoir, disons, lire les configurations qui s'y articulent dedans. Dario, voilà, ensuite on passe la parole. Si tu arrêtes le micro, Ok. Normalement, ça doit fonctionner. Vous nous entendez? C'est bon? Oui. Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Je vois bien le potentiel de l'électronicémétique en regardant l'humain qui interagit avec la machine. Et nous, tout de suite, comme tu disais, nous montrons une empathie. C'est sinon difficile à voir si on faisait ce terrain. Et moi, j'avais deux points. Alors, ma question, je viens apprécier cette idée des interprétants interdits. Moi, je dirais c'est le mot que la machine ne peut pas dire parce qu'on l'oblige pas, on l'oblige à ne pas le dire et qu'ils produisent. Mais moi, je me dis, comment ça se fait? C'est des sexes. Il n'y a pas d'autre chose qui pourrait être également troublante. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... On va imaginer des choses plus troublantes que juste le sexe. Alors, peut-être c'est le contexte qui est des choses. C'est pas la pornographie, c'est juste première chose. Deuxième point, c'est le jeu. Si on demandait à la machine si les œufs de vache étaient plus grands que les œufs de... J'ai demandé, alors les vaches ne comptent pas d'œufs, mais on peut lui demander d'inventer. J'ai dû inventer un truc à la Calvino.
Et il a écrit, dans les pays d'Atlante, les œufs de vache se présentent comme des petites sphères irisées, chacune renfermant un paysage miniature. Et ça continue. Je pense qu'il comprend. Il faut justement lui dire. Oui, non, mais là, je crois qu'ils ont corrigé la chose. Parce que la question était comment peut-on arriver à distinguer? Oui. Je pense que ça évolue avec le temps. Dans quelques mois, je dirais exactement quand. Alors, attendez, il y a une question à la maison, disons, Didier Salin, et ensuite Jean-François Bourdon, et ensuite Marco. Didier, vas-y. Merci beaucoup. Vous m'entendez, oui, c'est bon. Merci beaucoup, Ah oui. Francesco, pour ton exposé, en fait, qui éclaire beaucoup de choses. Encore une fois, je n'ai pas envie de faire celui qui a travaillé sur le sujet avant, mais c'est un peu le cas. Je te remercie beaucoup d'avoir souligné la question du paradoxe. Est-ce que je m'entends bien? Oui, on ne te Voilà. voit pas, mais bon. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir souligné la question du paradoxe et de tous les paradoxes que tu installes, notamment du point de vue de la spécialité, de la temporalité, de l'actualisation. Ce que j'apprécie beaucoup également, c'est la notion du report. Alors, cette question-là, il me semble, alors c'est même pas une question, c'est que tu essaies de me confirmer. Il y a un philosophe du langage qui s'appelle Francis Jacques, qui a travaillé sur ces sujets-là. Et moi, ce que j'avais constaté et qui est remis ici en question, c'est la difficulté, quand on est face à la machine, c'est la difficulté de l'interlocution. Pourquoi je le dis? Parce que si on écoute Francis Jacques, ce qui fonde l'interlocution, c'est le tu. Et dans la relation homme-machine, ce qui manque souvent, c'est le tu. C'est-à-dire que le tu, c'est l'autre, justement, qu'on évacue un tout petit peu ici. Et donc, il le met en place. Ça veut dire quoi? Dans une interaction homme-homme, on a souvent affaire à ce qu'on appelle l'intersubjectivité. On ne peut avoir d'intersubjectivité que si on intègre effectivement les trois instances, je, tu, il. Et quand on fait sauter le tu, on est dans ce que il me semble que tu appelles l'opération. C'est-à-dire la machine opère, mais en retour, l'homme ne peut aussi coopérer d'une certaine manière. Et donc, on arrive à quelque chose que j'appelle, c'est le texte que j'avais envoyé à Mme Julia, qu'on appelle la bijectivité. C'est-à-dire qu'on a deux performances en parallèle qui essaient plus ou moins bien de coïncider et de créer quelque chose. Et donc, je ne sais pas si ce que je suis en train de te dire là, sur la difficulté du rebond, c'est-à-dire l'absence du tu, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu penses que ça fait partie, moi je le perçois, de ce que tu appelles paradoxe? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais d'une manière très fondamentale. C'est-à-dire que l'absence du tu, ça enlève toute possibilité d'interlocution et donc d'interlocution du sens dans les applications. Même, on pourrait très aisément penser que ce qui prime dans les structures d'énonciation n'est pas exactement disons, le pôle de la production du sens, mais le pôle de la réception du sens. Et que le tu est premier par rapport au jeu. Et là, je sais que je vais à pas mal d'autres élaborations théoriques. Mais le jeu, finalement, on pourrait très bien l'interpréter comme ce que le tu produit dans l'énoncé comme un simulacre d'un émetteur, d'un producteur de sens. Donc, de ce point de vue, si on accepte cette hypothèse, l'absence du tu, l'impossibilité de reconnaître et dire tu, soit de la part du sujet usager qui ne trouve pas un autre face de lui, soit de la part d'une machine qui n'a pas compris le fait que toi, tu es un tu de son point de vue, puisqu'elle n'a pas d'intentionnalité, la chose, évidemment, il y a une coupe dans l'aller et le retour de l'interaction par rapport à l'interaction que nous avons. Voilà, non. Donc, il y a un blocage. Et je suis très content. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que
ça dépend d'une réflexion sur le rôle du tu. C'est la possibilité de constituer l'autre. C'est ça, absolument. Je te remercie beaucoup. Merci. Je te remercie beaucoup. Merci. Alors, Jean-François. Jean-François, vas-y. Oui, alors, bon, le rapport homme-machine est assez intéressant. Point de vue, justement, relationnel. J'ai une expérience qui m'a énormément frappé. C'est un enfant, donc les enfants, c'est très révélateur de soi. Un enfant de 2 ans. Et son frère en met un robot. Bon, il s'est passé, qui faisait du bruit, qui dansait, etc. Et quand l'enfant de 2 ans a vu son robot entrer dans la pièce, il est mort de rire, mais alors vraiment un rire absolument presque surnaturel pour un enfant de cet âge. Et c'est très important, je pense, comme moment. Nous, lorsqu'on a vu tout à l'heure le robot, on a ri à un moment donné. Et ça m'a fait penser, par association à Emerson, qui disait que le rire, c'était quand le mécanique surgissait du vivant, en quelque sorte. Donc, quand quelqu'un, par exemple, tombe, s'entrave, donc une machine qui ne marche pas, ça fait rire. Et inversement, je pense que lorsque les machines deviennent anthropomorphes, ça fait rire aussi énormément. Je pense que c'est quelque chose. Les relations, il faudrait creuser un peu. C'est limité peut-être comme point de vue, mais je trouve que c'est pas intéressant. Oui, c'est un très bon point pour y accéder. La question du rire. Oui, la question du rire. Oui, ça c'est un très bon point pour accéder à la. Et les formes d'agressivité. Il y a un écart par rapport à une bonne forme de l'autre. Et peut-être, je ne sais pas, il faudrait. Merci Jean-François. Marc, vas-y. Oui, bon, merci pour votre intervention. Et je voulais vous demander si on peut retourner sur ce concept de compréhension de la machine, en fait, enfin, la compréhension du prompt, finalement. Parce qu'en fait, moi, j'ai essayé un peu d'étudier cette question-là. Il y a un débat sur le Natural Language Understanding, évidemment, pas le processing, mais l'understanding. Et en fait, comme vous le disiez, sa façon de comprendre, c'est donner les étiquettes, non, les embeddings dont on a parlé aussi la dernière fois. Et comme David disait tout à l'heure, c'est bien une chaîne d'expression. Il n'y a pas vraiment de contenu. On ne peut pas individuer un plan de contenu. C'est juste des relations entre des expressions. Et donc, là, ça me donne l'impression que bon, finalement, on ne peut pas vraiment parler des compréhensions, mais peut-être aussi utiliser la métaphore de la compréhension, ça peut nous donner des mauvais résultats. Et surtout qu'on pense souvent à une délégation de cette faculté de compréhension à la machine. Et en fait, ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous repousse sur nous le devoir de la compréhension, en fait. Parce que c'est nous qu'on doit construire un prompt qui est adéquat, ouais, à la réalisation d'un input. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est ça ce que je me demandais si vous pouvez répondre un peu sur ça, en fait. Oui, un peu. Et avec Dario aussi, on pourrait essayer de répondre à cette question. Finalement, là-dedans, qu'est-ce que dit l'algorithme de machine learning? Il établit des associations et les normes, les classifie. Donc, il établit des associations qui sont reconnaissables. Et justement, c'est des associations de probabilité. Donc, si tu as, comme lui disait, si on a des mots gamin, bon, il est très probable qu'il soit associé à maman et moins probable qu'il soit associé
Donc, à une échelle qui est celle de milliers de cas, donc elle est assez capable de donner une chose qui, du point de vue du contexte, c'est précise et bonne. Évidemment, il y a une ingénierie de l'écriture prompte. Et ça, c'est un métier. Parce qu'évidemment, pas mal dépend de comment tu construis le contexte, le repérage dans l'ensemble des possibilités de la question. Là, l'explicitation d'un contexte, ça lui donne la possibilité, par exemple, d'établir des associations qui sont celles-là. Tout à fait. Dernière question, reste encore quelques minutes. Si c'est très rapide, aussi pour répondre à Luminet. Oui, non. En fait, c'est une réflexion sur les cas de l'artiste belge. On a rigolé sur les résultats, etc. Mais je pense que c'est important de faire une distinction par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle et la production d'images à travers les machines quand il s'agit du monde de l'art, du domaine de l'art, parce qu'on a vu un style marqué des résultats qui bien évidemment montre la main de l'artiste dans la sélection de ces images, parce qu'il y a un style qu'on peut presque identifier comme si c'était quelqu'un qui les produisait avec l'intention de faire une série. Et normalement, quand on commence à expérimenter avec Midjourney ou quelque chose, ça n'existe pas. Donc, c'est étonnant, c'est un peu ridicule, c'est intéressant, mais je devrais lire les textes, mais il y a vraiment une main artistique qui cherche à montrer quelque chose. Et encore une fois, on a déjà discuté beaucoup avec Maria Giulia, il y a une action artistique qui devient presque curatoriale par rapport au résultat qui peut donner la magie. Donc, je pense que dans les domaines de l'art, il faut toujours faire une distinction de l'utilisation de l'intelligence artificielle comme une source, comme une ressource. Et même Lev Manovic a dit, par rapport à l'œuvre qui a fait les moments avec sa collection de l'intelligence artificielle, il a fait une comparaison entre l'utilisation de cet outil très sophistiqué, etc., avec l'incorporation de morceaux de journal par rapport aux artistes cubistes. Donc, c'est vraiment ça, cette réflexion de quand il s'agit du monde de l'art, il y a des opérations beaucoup plus sophistiquées à voir qui sont au-delà de la magie, des résultats, etc., sinon qu'il y a un regard de la culture visuelle historique qui est propre d'un artiste, que ce n'est pas du tout la même chose qu'expérimenter avec des mots ou des énonciations qui peut lui donner ChatGPT, sinon qu'il y a toujours la présence humaine qui est très importante. Tu vas voir, il faut que tu ailles voir la chose là. Oui, tout à fait. Parce que, en fait, lui, donc, ces images-là n'ont pas les premiers résultats. Bien sûr. Oui. Après, une petite proposition. Et ils ont été choisis après. Et lui, il avait une version d'un texte. Mais lui, il a fait une récolte d'une centaine. Et si tu regardes un peu cette centaine d'images, il y en a qui sont avec des isotopies un peu différentes. Et il propose ça comme une collection à éventuellement exposer. Donc, il a fermé. Il reste que c'est une réponse à ce point-là. C'est l'une des. Non, ça se voit qu'il y a une sélection et la tentative de construire un peu plus de. Oui, c'est très intéressant. Oui, alors, ce serait très intéressant d'aller voir vraiment la procédure de production de cet artiste, parce que, par exemple, Manovic n'utilise jamais exclusivement Journey. Il choisit quelques-unes des propositions de Journey, les passe sur Lightroom, que c'est un Photoshop avancé, peut décrire à ChatGPT l'image que Midjourney a
a produit, il la reverse cette description sur Midjourney, etc., etc. Donc, il y a une stratification d'algorithmes, une stratification des logiciels. C'est pas seulement, évidemment, le fait qu'on obtient ces images après des longues tentatives pour, évidemment, guider aussi la machine. Mais ceci, par rapport à ta intervention de cette année, le style Midjourney qui est très saturé, artificiel, quiche, est complètement opaque. Il a disparu pour faire rentrer un style, une nouvelle esthétique. C'est ma moyenne de Midjourney est quand même toujours latente. Écoutez, merci beaucoup encore pour l'invitation. Ensemble avec Jean Lassegue sur la métaphore des chatbots et avec Umberto Romele sur l'éthique de l'intelligence artificielle. On espère grandement que vous serez encore là le 20 décembre prochain. Bonne soirée à tout le monde.